Il y a un des nôtres qui est arrêté, Jean-Jacques Wondo, qu'on appelle affectueusement Pali. Je crois que en tant qu'association, en tant qu'une famille, vous savez comment on vit ensemble dans les CAC. Si nous pouvons prendre un moment pour adresser une pensée particulière à Pali, c'est-à-dire soit en signe de soutien seulement, si on peut nous lever. En tout cas, merci. Si vous pouvez vous rasseoir. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je vais donner la parole au président. Je suis Serge Benza, je suis le président de CAC Belgique et je suis entré en fonction ensemble avec mon comité depuis le début de cette année. Le CAC Belgique, c'est le cercle des anciens du collège Saint-Joseph-Félicia. Le collège Saint-Joseph, c'est une école qui est située à Kinshasa. Le CAC vise avant tout la fraternité et la solidarité entre les membres. Ça, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est notre ADN. Et c'est justement dans cet esprit que le chargé des communications, Patrick Jadi, a bien voulu adresser cette pensée particulière pour notre frère. Donc, la fraternité et la solidarité sont nos points forts. Pourquoi aujourd'hui nous organisons un événement qui a une connotation politique? En temps normal, il sera difficile de voir des personnes représentant le défi et des personnes représentant l'OpenVLD ensemble sur un même podium. Voilà. Et dans le CAC, c'est possible. Parce que ce que nous visons, nous, ce n'est pas les partis qui sont derrière ces personnes, c'est plutôt ces deux personnes-là qui nous intéressent. Nous voulons soutenir nos deux membres, Bienvenue Boyata et Jacob Kamanga, dans ce qu'ils ont décidé d'entreprendre. Avec ces quelques mots, je déclare donc ouvert cet événement que nous appelons spécial élection belge. Et je vais donc passer la parole au modérateur du panel, le professeur Albert Mutombo, lui aussi cacique, bien entendu. Je vous remercie. Merci, Président. Le Président vient de brosser la trame de la rencontre de ce soir. Je n'ai plus rien à ajouter, si ce n'est de demander à nos deux candidats cacibles de pouvoir se présenter. Merci beaucoup, mon cher Président honoraire Albert Mutombo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est une formule que j'adore, de m'adresser d'abord à vous et de vous saluer avant toute chose. Alors, comme le prof vient de le dire, donc, je m'appelle Jacob Kamanga. Je suis actuellement échevin à la commune de Jette. Et avant d'être échevin, j'ai été élu conseiller communal en 2012. Réélu en 2018 avec un score plus élevé que celui de 2012, et ce qui a fait de moi échevin à Jette, et le premier échevin d'origine subsaharienne de ma commune. Avant cela, j'ai occupé le poste de chef de cabinet des deux présidentes du CPS de Jette. Et le fait de travailler dans un cabinet, vous travaillez dans un cabinet politique. Et cela m'a permis en tout cas d'apprendre énormément, d'être au courant, d'être informé de tous les dossiers qui passaient, aussi bien au comité spécial du service social du CPS qu'au comité de l'action sociale, mon organe suprême du CPS, et également d'être au courant des matières concernant le conseil communal et le collège des bourgmestres et échevins. Quant à mon parcours, j'arrive ici en Belgique en 1991 pour des raisons d'études, quand le maréchal Mobutu a fermé les universités et les instituts supérieurs, vous connaissez dans cette époque,
Donc je suis venu ici pour des raisons d'études, mais petit à petit, j'ai commencé à apprendre et jusqu'au moment où une Gétoise, donc une bleu blanc belge comme on dit, m'a demandé donc de m'engager en politique. Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à me présenter maintenant aux élections communales? Je fais des choses par étapes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'arrive ici pour des raisons d'études. Je fais mes études d'assistance sociale. Je commence à travailler. Et grâce au contact que j'ai eu avec le public, ici en particulier le public gétois, les Gétois ont vu en moi quelqu'un qui pouvait les représenter au niveau des instances décisionnelles, au niveau des organes décisionnels, et parce que je connaissais la législation sociale. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai réfléchi et un jour j'ai pris cette décision de m'engager. Pourquoi la politique? C'est parce que quelqu'un qui instruit les dossiers, les soumet aux instances décisionnelles, aux organes décisionnels, ce sont les politiques qui décident à sa place. Ils peuvent approuver ou désapprouver ses propositions. Donc voilà, cette Gétoise que je n'ai vue qu'une seule fois de ma vie, que j'appelle l'ange gardien, l'ange tout court, je ne l'ai plus revue, m'a donné cette idée-là de me lancer dans la politique active. Pourquoi? Pour éviter que ceux qui ne connaissent pas très bien la législation puissent du revers de la main balayer, désapprouver, effacer, refuser des propositions faites par un technicien. À présent, je vais passer la parole à Bienvenu Boyata, notre caciple, un ancien élève également du collège Elikia, qui va nous brosser, comme l'a fait Jacob, succinctement son programme et surtout nous donner les raisons pour lesquelles il concourt politiquement. Je m'appelle Bienvenu Boyata. J'habite dans la commune de As qui se trouve dans la région flamande. Je suis analyste financier, gestionnaire d'entreprise et chef d'entreprise. J'ai une casquette footballistique de mon passé. J'ai joué 7 ans à l'Union Saint-Gilloise, 2 ans à OHL et je suis entraîneur diplômé de l'école de Zell. J'ai entraîné première provinciale, deuxième provinciale et je suis le père d'un footballeur professionnel qui s'appelle Dédric Boyata. Je suis aussi fondateur d'une académie de football et j'ai beaucoup de joueurs que j'ai formés, que je les accompagne dans le club comme étant agents footballistiques. Les raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique. D'abord, le parcours de mon fils. J'ai représenté mon fils dans toutes les instances. Je l'ai suivi dans ses formations et j'ai participé aussi aux formations de mon fils. Il y a eu beaucoup de difficultés. J'ai fait l'étranger, beaucoup de pays étrangers que j'ai voyagé. J'ai vu comment les jeunes évoluaient, surtout dans le domaine footballistique. J'ai vu que la Belgique est loin en retard. Et c'est pour ça même que nos enfants rencontraient certaines difficultés que j'ai connues. Et j'ai décidé de créer une académie de football. En créant l'académie de football, là j'étais maintenant en contact direct avec des parents. Les parents qui cherchaient des solutions pour leurs enfants. Il y a plusieurs difficultés. Maintenant, je vais vous présenter mon programme politique.
Donc c'est pour promouvoir l'éducation de la jeunesse à travers le sport. Je vais représenter la communauté, notre communauté, et servir la communauté sur tous les plans. Quand je dis tous les plans, c'est complexe, c'est vaste, sur tous les plans. Et aussi, je vais lutter contre la discrimination. La politique peut faire beaucoup dans l'éducation de nos enfants et pour aller plus loin dans la vie de nos citoyens. C'est pour cela que j'ai vraiment décidé d'adhérer à la politique. Je voudrais rappeler un détail très important. Nos deux cacibles candidats n'évoluent pas dans la même circonscription électorale. L'un est à Bruxelles et l'autre est en Flandre. Ils ne sont pas antagonistes. Le président l'a rappelé dès sa prise de parole. Nous, CAC, nous voulons assurer tout simplement la promotion, participer à la propagande de nos deux candidats pour que demain ils soient élus. Et à travers nous, nous pouvons contacter nos différents réseaux pour qu'ils puissent voter pour nos deux candidats. C'est un détail, une précision importante, parce que nous devons lever tout équivoque, croyant que nous avons dressé Jacob contre Bienvenue. Loin de là, parce que l'espace électoral n'est pas le même. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais vous donner l'occasion de pouvoir poser vos questions pour des raisons tout à fait d'organisation. Donc vous allez vous lever, si vous avez envie de poser la question, vous vous présentez brièvement et vous posez votre question, vous précisez à qui cette question est destinée et le concerné se fera le plaisir de vous répondre. La parole est à vous. Monsieur Sondi, j'ai suivi les deux frères, mais quant à M. Jacob, quel est ton programme pour nous les seniors? Je favorise le maintien à domicile. Pour tous ceux qui ont travaillé dans des maisons de repos, ils savent comment vivent les seniors dans des maisons de repos. Je ne vais citer aucune maison de repos. Les conditions de vie. Un senior, une personne qui quitte son logement, qui quitte son domicile, son environnement habituel, et qui va être placé dans une maison de repos, vit déjà sa première mort, ou bien la première étape de ce processus qui l'amène un jour, on passera tous, vers la dernière demeure. Sauf, je dis bien sauf, si c'est pour des raisons de santé, raisons d'autonomie, si le médecin a décidé que cette personne-là soit placée dans une maison de repos, cela se justifie. Mais dans d'autres cas, je prône le maintien à domicile de la personne âgée. Aujourd'hui, depuis quelques années, nous avons développé plusieurs services, notamment des proches aidants. Un proche aidant peut être un proche, un neveu, une nièce, un voisin, un ami, comme aussi ça peut être un volontaire, donc quelqu'un que la personne âgée ne connaît pas, mais qu'il apprendra à connaître un jour, en maintenant ce senior à domicile chez lui, en lui permettant de continuer à mener sa vie, parce que même les yeux fermés, combien de fois la nuit on se lève les yeux fermés, mais on connaît le chemin des toilettes. Parallèlement à ça, je prône pour une diversité d'activités. Parce que les personnes âgées, ce sont des personnes utiles. En Afrique, une personne âgée, c'est une bibliothèque. C'est une personne qui a la sagesse. Ce n'est pas doyen Mpongo qui va me contredire, ni vous, Kouloutou Sandi. C'est une richesse. Voilà pourquoi nous, en Afrique, on gardait les personnes âgées.
près de nous. Et moi, je prône pour davantage développer ces activités pour permettre à ces gens-là de se sentir utiles dans la société parce qu'ils ont contribué. On parle du système de solidarité nationale, on parle du système de la répartition des revenus. C'est parce que ces gens-là ont travaillé. Je m'appelle Christian Manza. Voilà, donc je vis à Liège. Nous sommes une communauté, en tout cas la communauté congolaise, et la communauté qui est très en retard. Alors quels sont vos projets pour la communauté congolaise? La communauté, notre communauté est peu représentée. Ça, c'est très important. Quand on est peu représenté, on ne peut pas résoudre certaines difficultés de la communauté. C'est pour cela que mon souci est de demander à la communauté de nous soutenir. Notre communauté a des difficultés, ça c'est vrai. Et ces difficultés vont plus loin, au-delà de nos origines. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai présenté mon programme à moi dans le parti OpenVLD, je n'ai pas détaillé tout mon programme. Je n'ai pas insisté sur le point de vue communauté. J'ai insisté plus sur le point de vue défendre les citoyens de la région. Voilà, je voulais ajouter complémentairement à ce que mon frère Bienvenu vient de dire. Nous sommes belges. Nous vivons en Belgique. Nous demandons votre soutien pour pouvoir accéder au Parlement. Moi, donc bruxellois, et lui, flamand. Mais, comme nous sommes originaires d'Afrique, ici d'Afrique subsaharienne, nous avons vécu des injustices, nous avons vécu des discriminations, nous avons vécu des situations qui, moi je connais des amis qui sont rentrés, vous les connaissez également, ils se sont dit, j'en ai marre, je rentre chez moi. Même si je vais mourir de faim, mais je rentre. Nous sommes restés. Si nous sommes restés pour nous battre. Nous nous sommes battus. Et sur chacune des listes, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec d'autres frères et sœurs, hein, et ensemble nous menons un combat, ce combat-là. Bonjour à tous, je suis Tinakage. Donc moi j'aimerais poser la question à monsieur... Jacob, comment Jacob? Oui. On a des problèmes de logement, mais il y a des familles, par exemple, qui sont déjà logées dans les logements sociaux. C'était au départ des familles nombreuses, et ensuite les enfants ils ont grandi, ils sont partis, et ces personnes gardent des logements, les parents donc gardent des logements parfois de 3 chambres, 4 chambres, alors que tous les enfants sont déjà partis. Et entre-temps, il y a un problème de logement. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect des choses? Moi, j'ai un programme politique que j'ai présenté dans mon parti. Mais mon parti aussi a un programme politique. Dans le programme politique de mon parti, il y a aussi le problème de logement, comme M. Jacob. Alors, ce qu'on a dans le parti, il y a le souci d'index. Les logements sociaux n'arrêtent pas, le prix n'arrête pas à augmenter. Maintenant, notre parti a ce programme-là de pouvoir trouver une solution pour fixer, empêcher un peu l'indexation par rapport à, on appelle ça comment, par rapport au coût de la vie. Voilà, c'est ça. Il y a des personnes qui ont de faibles revenus, mais qui sont confondus dans l'indexation de logements, qui sont surpris aussi de recevoir parfois au moment d'indexation et que leur logement monte aussi. Il y a un code du logement, ici en région bruxelloise, qui stipule que une famille qui a des enfants qui ont grandi et qui un jour ont su voler de leurs propres ailes, c'est-à-dire partir, sont partis s'installer, doit laisser à une autre famille dont la composition de ménage correspond au logement.
Il y a une exception, c'est les plus de 70 ans. À partir de 70 ans, là, on doit demander donc l'autorisation donc à la personne. Donc, prenons un exemple d'une famille de 4 enfants qui ont grandi, qui sont partis, et cette personne, ce ménage ne peut pas garder le même logement. Et on doit attribuer à ce ménage un logement qui correspond à sa composition de ménage à ce moment-là. 1 ou 2 chambres. Si tous les enfants sont partis, c'est 1 chambre. Et une autre famille doit bénéficier de ce logement-là. Donc ce code existe déjà. Donc aujourd'hui, voir une famille dont les enfants sont partis, où il n'y a qu'une seule personne, un membre de la famille, occuper un logement de 3 ou 4 chambres, ça n'existe plus ici à Bruxelles. J'aimerais bien leur poser la question, comment nous, électeurs, pouvons-nous faire pour que nos 2 candidats puissent avoir un réel poids politique au sein de leur parti pour influencer les décisions qui seront prises à leur niveau au profit de la communauté, au profit de tous les engagements qu'ils ont pris. Auprès de notre communauté, auprès de ce soutien, le soutien qu'on a ici en face de nous, on a besoin d'accompagnement. On a besoin des idées. On a besoin de compléments de ce que nous, on a dans notre programme pour pouvoir le défendre si on arrive à être élu. Maintenant, les élections, on est déjà face ici, comme on dit, dans 2 semaines, c'est des élections. Pour être élu, il faut qu'il y ait des électeurs qui t'élisent. On a besoin de voix. On a besoin de beaucoup de voix. Une fois qu'on a plus de voix et qu'on est élu, automatiquement, là, on fera face à des situations où on doit défendre, on doit parler, on doit présenter. Alors là, on a besoin de vous, on a besoin d'écouter ce que vous avez, ce que vous pouvez nous aussi nous dire, nous compléter dans ce sens-là. Partager, disons, notre candidature. Partager ça en masse pour qu'il y ait plus de gens, pour qu'on ait plus de voix. Chers frères, chères sœurs, nous avons besoin de vos voix. Nous avons besoin de vos voix de préférence. Vous entendez parler de ces termes-là, actuellement, vous en entendez parler. Nous avons besoin de vos voix de préférence. C'est quoi une voix de préférence? Vous allez voter. Vous passez les étapes, l'angle, liste, etc. Vous arrivez à la liste, vous avez plusieurs candidats. S'il vous plaît, ne votez pas le parti. Nous, on n'a rien. Si vous votez pour le parti, à côté du nom du parti, nous, on n'aura rien. Votez pour les candidats en nous donnant vos voix de préférence. C'est ce qu'on appelle la voix de préférence. 13 Christian arrive, il vote pour 3 candidats, X, Y, Z, en appuyant avec le crayon électronique sur chaque nom. Tu donnes à chaque candidat ta voix de préférence. Donc, quand on va comptabiliser, chaque candidat X, Y, Z bénéficiera de ta voix de préférence. Ici, c'est simple. Moi, ici à Bruxelles, je suis sur la liste des vies. La liste 13, je suis 23e sur la liste. Je ne suis pas seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis avec plusieurs de mes frères et sœurs, notamment Gisèle Mandaïla. Pour ceux qui vont voter pour nous, j'espère que vous allez voter pour nous en tout cas, j'espère, je l'espère. Quand vous voyez la liste 13 des filles, votez pour le numéro 6, Gisèle Mandaïla. Et votez pour le numéro 23, votre humble serviteur. Votez également pour d'autres. Vous avez ce libre choix de voter pour d'autres candidats. On ne va pas exclure votre candidat. Ça, c'est vous, avec votre conscience dans l'isoloir. Mais ne nous oubliez pas en nous donnant vos voix de préférence. Ce sont ces voix-là qui pèsent au soir des élections. Un aîné, pour ne pas le citer, me disait au soir des élections,
Tu peux prendre ton téléphone, tu peux prendre ta Nintendo, ta PS, jouer, il vient d'autres cités. Parce que tu pèses, parce que tu as été élu. Quand ils ont vu les résultats, ils savent que Serge Benz a été élu, Patrick Njadi, Albert Moutombo a été élu. Bienvenue Bourrette aussi, hein. Bien sûr. Et moi-même aussi. Donc, mais si tu n'es pas élu, tu vas courir. Après, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne va t'écouter. Papi Simakala. Ok. Nous sommes là pour vous apporter un peu de voix. Donc ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on appelle un arbre. Donc ça veut dire, moi je suis venu ici, je dois convaincre les gens pour qu'ils puissent vous voter. C'est comme ça qu'on aura des voix. Mais vous croisez un Congolais, vous voulez lui expliquer que voilà, il faut voter Monsieur Boyata ou bien Monsieur Jacobs, vous n'allez pas lui expliquer tout ça. Il faut quelque chose un peu de concret, quelque chose qui va dire que waouh, celui-là je vais le voter. Donc maintenant, est-ce qu'entre vous d'abord, les gens qui luttent pour notre communauté ici, qui veulent devenir des politiciens, est-ce que vous avez des connexions entre vous? Je vois que vous dites que vous avez des connexions. Ça c'est bien, génial. La question de demander, combien est-ce que vous avez convaincre votre femme? J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire que oui, les Maghrébins, les Turcs, ils sont là, mais oui, il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont 60 ans d'immigration. Nous n'avons que 20 ans. 20 ans d'immigration, pardon? Un peu plus. Nous, non, nous avons, quand on dit immigration, ce n'est pas le fait de venir et de partir. On venait, on partait. L'immigration, c'est à partir du moment où on a commencé réellement à s'installer. Pourquoi c'est non, non, non. Ça fait 20 ans. 20 ans d'immigration. On est là depuis 1940. Mais l'immigration installée, ça fait 20 ans. L'immigration installée, c'est 1999. Quand moi, j'ai commencé à faire de la politique active. 1999. On doit aller copier ce que les Turcs et les Marocains ont fait. Mais c'est aussi un travail qu'ils ont fait de longue haleine. Quelque part, ne nous faisons pas harakiri. Disons que nous devons avancer en ayant regardé ce que les autres ont fait pour que nous puissions aussi avancer. Et ils sont en nombre, plus que nous. Donc ce qui fait que c'est normal qu'ils soient aussi nombreux et qu'ils fassent la différence. Nous commençons seulement à venir. Monsieur Edia, je suis assistant social, je suis un des collègues de M. Kamanda. Alors j'ai une question pour l'avenir. Quelles sont vos dispositions en termes d'action concrète par rapport à votre électorat? Tout à l'heure, j'ai bien dit mon programme par rapport à la jeunesse, les difficultés que rencontre la jeunesse. Vous savez, il y a une pression académique énorme au niveau de la jeunesse. Pression académique. Quand je prends le sport, parce que c'est mon domaine, il y a une pression académique qui va avec le sport ensemble. Ça touche beaucoup de nos enfants. Là, je vais amener des solutions. Je vais amener des solutions pour les pressions. Ce que je vais faire, c'est créer beaucoup plus de moyens éducatifs au service des enfants. Et puis, au niveau psychologique des enfants, créer des structures d'accompagnement pour pouvoir aider nos enfants. Et attention, je parle toujours au niveau de mon domaine, il y a aussi le souci de financement. C'est-à-dire, il y a beaucoup de parents qui ont de faibles revenus, qui font face à des difficultés pour pouvoir, dans mon domaine, mettre leurs enfants au sport. Par exemple, ils ont des faibles revenus, ils ont des difficultés. Donc je vais mettre en place des moyens. Des moyens, par exemple, pour des enfants qui seront talentueux, des enfants qui vont donner un aperçu d'avenir plus important, ou des enfants qu'il faut accompagner. Je vais mettre des moyens de bourse, par exemple, pour ces enfants, pour accompagner les parents en difficulté et que ces enfants arrivent à trouver un avenir meilleur. En février dernier, Gisèle et moi avons appris que 15 commerces étaient fermés à Matongé. 15. Il y a eu une descente de la police, des services communaux, de l'AFSCA. Plusieurs services, ils ont fermé des commerces.
Ils étaient aux abois. On a appris cette information. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une descente. Certains sont passés, ils ont fait des promesses, je ne vais pas les citer, mais sans rien faire de concret. Gisèle et moi avons organisé 2 réunions. On les a écoutés. Gisèle a une entreprise donc, qui aide les commerçants dans tout ce qui est administratif, d'IMONA, etc., ONSS, vous le savez, quand vous engagez un travailleur, en tout cas, il y a toute une procédure à faire pour que tout soit, en tout cas, en règle. Nous avons été, moi, en ma qualité d'assistant social, on les a écoutés, on leur a donné tous les renseignements possibles et on les a dirigés vers sa société. Et quelques jours plus tard, nous avons écrit, j'ai écrit à l'Essuvine du commerce, qui est une écolo, donc à Excel, Gisèle et Terbec. Moi je suis de Jette, mais c'est notre communauté. Nous avons écrit, j'ai écrit, elle n'a jamais répondu. Mais même si elle n'a pas répondu, les magasins, les commerces ont été rouverts. Donc sur les 15, 12 ont été rouverts. Il y a 3 qui étaient encore, qui avaient encore des litiges. Gisèle, sur les 3, est-ce qu'ils sont régularisés ou pas encore? Pas encore. Voilà une action concrète que nous faisons faite pour notre communauté. 2, vous savez les difficultés que rencontrent nos enfants, qui sont toujours orientés vers des formations, vers des études professionnelles, techniques, machin, etc., etc. Et pourtant, ils ont des capacités de poursuivre leurs études dans le général. Et nous sommes contre cela. Personnellement, je suis contre cela. Comme l'enseignement, c'est une matière qui revient dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc Bruxelles est également concernée. Donc, dans mes priorités, il y a ça. Pourquoi seulement nos enfants? Pour la petite histoire, mon enfant, mon fils, en maternelle, ils ont décelé que lui ne ferait pas le général. En maternelle. Lui, en tout cas, quand on voit ses capacités, lui, voilà, il est voué à faire les études professionnelles. J'ai été là, j'ai osé, en tout cas, je me suis battu, et jusqu'à ce qu'une des instituts m'a avoué, mais en catimini, que ces PMS-là que vous voyez, ben, ils doivent trouver des pigeons. Pourquoi ils doivent trouver des pigeons? Pour pouvoir justifier leurs subsides. Et alors, c'est qui les pigeons? Mais c'est dans les communautés immigrées. Et une autre action, je l'ai faite au niveau de Jette, et je veux, si en tout cas un jour je suis élu, que ça passe au niveau de la région, la gratuité des bandes et des serviettes hygiéniques. Ce qui coûte, les mamans, vous le savez, entre le peu d'argent qui vous reste, avec le peu d'argent qui vous reste, entre manger, nourrir les enfants et acheter, en tout cas, ces histoires-là qui sont indispensables, le choix est fait. Ben, il faut dire, les enfants doivent manger. Je me bats, c'est une action concrète pour ça. À Jette, cela a déjà porté des fruits. Nous avons 5 points de distribution à Jette grâce à votre humble serviteur, qui existe notamment donc au sein des ASBL, 4 ASBL, et au sein de l'administration communale, dans les toilettes. Tout le monde peut se servir, en tout cas, sans souci. Et la dernière... Merci beaucoup. Merci. Et la dernière, c'est les licenciements. J'avais le personnel dans mes compétences. J'ai vu les discriminations quand il s'agissait d'un travailleur d'origine immigrée. Je n'oublierai jamais un papa, un père de famille, 4 enfants, plus sa femme, 5 ventres, plus lui-même 6 ventres. Licencié parce qu'il avait commis une faute grave. Oui, il a avoué. Mais quand j'ai vu plusieurs qui ont commis des fautes graves, mais qui ont été mutés chaque fois, transférés d'un service à l'autre, je ne compterai plus le nombre de services qu'ils ont fait, où ils ont été, parce qu'ils ne sont pas d'origine immigrée. Et ça, c'est aussi mon combat. Il faut que cela cesse. Voilà 4 actions que je peux citer parmi tant d'autres. À Bruxelles, Monsieur Jacob sait que la société de logement de la région de Bruxelles-Capitale est presque en faillite, on peut dire, en cessation de paiement. Qu'est-ce que votre parti met en place pour le financement de cette grande société qui facilite un peu les Bruxellois à acquérir
le logement social. Juste, j'invite le pomme de logement. Ce n'est pas vraiment mon domaine, mais dans notre parti, il y a aussi cette préoccupation. Le pomme de la faillite, disons, de logement social. Notre parti a un programme de diminuer le déficit budgétaire qui est en excédent de 3%. Ils ont dit, disons, d'ici 2029, le déficit budgétaire sera diminué et équilibré. Cela permettra de créer des réserves, et ces réserves, normalement, servira à résoudre certaines difficultés, notamment difficultés de logement, entre parenthèses. Nous avons parlé à plusieurs reprises des familles démunies, des personnes démunies. Vous remarquerez que dans les logements sociaux, il y a beaucoup de personnes, soit des classes moyennes, soit des gens qui sont en difficulté, qui ont des bas revenus, comme on dit. Pourquoi? Parce que le loyer, c'est en fonction au prorata des revenus. Mais pourquoi payer 1 500 € si on gagne bien sa vie, et pourquoi ne pas aller chercher un logement en dehors de ce secteur-là? Ainsi que beaucoup de gens qui sont là, ce sont des personnes qui ont des difficultés, qui sont soit au CPS, soit au chômage. Oui, pardon. Oui. C'était plus en termes de financement de la société. Je vais y arriver. Donc je vais d'abord donner cette explication avant d'arriver donc à ça. Défi ne laissera pas toute cette masse de la population, toutes ces populations-là à la rue. Si aujourd'hui la société fait faillite, ça veut dire que ces gens-là doivent aller à la rue. Défi lutte avec ces candidats pour avoir plus de candidats. Au soir des élections, j'ai parlé du score et on parle également en termes de sièges. C'est par rapport au nombre de sièges, c'est-à-dire d'élus, que les coalitions se forment. Si nous sommes élus, si nous sommes dans la coalition, dans notre programme, nous n'allons pas laisser ces gens-là, nous n'allons pas laisser cette société publique tomber en faillite et laisser tous ces gens dans la rue. On fera en sorte que cette société soit financée. À la question d'où va venir l'argent, l'argent est là. L'argent vient toujours de quelque part. L'argent est là, le budget est là, mais c'est la répartition qui dépend en tout cas d'un gouvernement à l'autre, qui dépend d'un gouvernant à l'autre. Mais les moyens sont là. Mais il suffit en tout cas d'avoir une répartition efficiente pour permettre à chaque poste, à chaque article, à chaque domaine, à chaque problématique d'être prise en charge, d'être résolue. Jamais défi ne laissera ces gens à la rue. Donc là, je peux te le certifier. Merci beaucoup, Jacob. Merci, bienvenue. Merci à l'assistance parce que par vos questions, par leurs interventions, vous avez nourri ce débat qui va se poursuivre après et dans les jours à venir. Moi, en ce qui me concerne, je suis un homme heureux. Heureux, pourquoi? Parce que nous avons créé ce cadre d'échange au bénéfice de nos camarades caciques. Donc, on a parlé du logement, on a parlé de la santé, on a parlé de l'immigration congolaise. Moi, j'ai appris aujourd'hui que notre immigration ne date que de 20 ans. Madame Mandaïla nous a bien expliqué le calcul qui est fait et ça, ce n'est qu'un exemple en fait parmi les choses que nous avons pu retenir de ce soir. C'est ainsi que je voudrais remercier les intervenants, encore une fois de plus, vraiment, de nous avoir nourris intellectuellement, pour commencer. Je veux aussi remercier le comité directeur qui m'a aidé, qui nous a tous aidés à pouvoir organiser cet événement, parce qu'en fait, seul, on ne sait rien faire. Et je remercie tous les caciques. Donc les caciques, je pense qu'on ne l'a pas expliqué comme terme. C'est le terme en fait qui est utilisé entre nous pour pouvoir désigner les membres de l'association. Notre association s'appelle le CAC et les membres, ce sont les caciques. Je vais enfin remercier vous tous ici présents, en tout
cas, il n'a pas pu aujourd'hui. Donc, il y a eu un peu de soleil. Donc, nous aurions pu faire autre chose de notre temps, mais nous avons voulu dédier ce temps ici pour pouvoir soutenir notre candidat, nos candidats, et aussi pouvoir nous nourrir intellectuellement. Donc il y a des supports que les candidats ont prévus pour nous. Ici, donc prenez-en, partagez, partagez et partagez. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons les soutenir au maximum et pouvoir les rendre encore plus forts. Je vous remercie. Merci.